Bonjour à tous et à toutes. Alors, je ne sais pas si on est tous connectés. J'imagine que oui. On va attendre encore quelques minutes avant de démarrer. En tout cas, je vous remercie déjà d'être présent aujourd'hui donc pour le webinaire sur Paro dispositif médical. On est sur la plateforme GoToWebinar. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper dans le chat. On essaiera de les traiter soit directement pendant la présentation, soit à la fin pendant notre temps de questions-réponses. Donc, normalement, vous avez tous accès à cette partie chat. Également aussi la possibilité de lever la main, de nous envoyer un avertissement lorsque vous voulez parler avec nous. Du coup, il est 13h30 et je pense qu'on va démarrer doucement. Hop. Du coup, vous devez voir mon écran, enfin j'espère. Donc aujourd'hui, on va traiter du sujet Paro dispositif médical et notamment le premier robot social certifié dispositif médical. Et ça, c'est une vraie petite révolution parce que jusqu'ici, les robots sociaux, il n'y en avait pas qui étaient certifiés dispositif médical, peu importe la classe. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un webinaire qui va être animé donc par moi et Annie Rambourg. À l'origine, il devait y avoir Madame Marie Kerlot, qui est donc neuroscientifique avec un doctorat en neurosciences. Malheureusement, elle a eu un empêchement de dernière minute qui fait qu'elle ne peut pas être présente aujourd'hui. Cependant, comme ça a été un peu en dernière minute, il nous semblait important de pouvoir vous présenter du contenu. Donc, on va vous proposer un aspect peut-être un peu moins scientifique, mais qui restera toujours dans la thématique dispositif médical, quels sont les avantages, vers quelle utilisation on va se tourner. Dans tous les cas, à la fin, on en profitera pour vous partager le dossier complet de Paro avec nos coordonnées, etc. Et certainement, un autre webinaire sera organisé à la rentrée de septembre, du coup avec Marie Kerlot, qui j'espère cette fois-ci pourra être présente avec nous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les intervenants. Donc je me présente, je m'appelle Carla Rossini, je suis responsable développement France et Suisse pour la société Inotromed et notamment pour le RoboFoc Paro. Aujourd'hui, Annie Rambourg, qui est donc notre référente formation sur Paro et notamment sur les outils interactifs et les approches non médicamenteuses, va m'accompagner dans ce webinaire. Et donc, normalement, Marie Kerlot, qui est donc neuroscientifique, devait être présente avec nous aujourd'hui. Dans tous les cas, son expertise sera traitée plus tard dans un autre webinaire. Ou si vous avez des questions plus précises, on aura la possibilité de vous passer ses coordonnées dans le cas où des questions seraient toujours présentes à la fin de cette intervention. Alors, je vais vérifier juste si tout le monde est bien connecté et si vous voyez bien tous mon écran, du moins je l'espère. Hop, donc on va repasser sur la présentation PowerPoint. Clac, clac, clac.
Hop. Donc, Annie Rambourg, qui doit aujourd'hui intervenir avec moi, aura certainement un petit peu de retard, mais elle sera présente sur sa partie et sur les questions. Mais elle souhaitait néanmoins vous adresser un petit mot avant le début de ce webinaire. Bonjour, je m'appelle Annie Rambaud. Je souhaitais vous parler aujourd'hui de Paro le robot avec lequel je travaille maintenant depuis 6 ans et que je considère quasiment comme mon collègue. Bonjour Paro. Donc, le déroulé du webinaire va être le suivant. On va commencer par discuter et donc vous présenter Paro, le dispositif médical. Ensuite, on abordera la thématique sur les modifications techniques et les indications d'utilisation. À la suite de cela, on discutera des modifications dans l'utilisation de Paro du fait qu'il soit dispositif médical. Et enfin, les apports de Paro dans la gestion des émotions, mais également des retours d'expérience. Du coup, comme expliqué juste avant, je vais démarrer par vous présenter Paro, dispositif médical. Donc, Paro, dispositif médical, c'est tout d'abord un robot POC émotionnel interactif qui vient du Japon, qui a été inventé en 1993 par le docteur Kenoi Shibata pour pallier au manque d'animaux dans les établissements de santé. Il faut savoir que Paro est utilisé pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de troubles apparentés, et qu'il a en atelier d'animation, en thérapie individuelle, notamment pour les troubles du comportement et pour être un vecteur de communication. Il a été commercialisé au Japon en 2005, en 2009 aux États-Unis, et il faut savoir qu'en France, le premier Paro à avoir foulé le sol français était en 2014. Actuellement, on a un peu plus de 6000 Paro dans le monde qui aident les résidents et les patients. Pour vous donner une idée, en France, on a un peu plus de 350 établissements. Une question qui revient assez souvent, c'est pourquoi un POC? Alors, c'est pas anodin. Ils ont choisi un POC parce que tous les animaux de compagnie dits de type commun peuvent s'entraîner si vous déboulez des ancrages négatifs liés à l'histoire de vie de la personne. Des morsures, des griffures, des mauvaises expériences qui entraîneraient un rejet du robot. Le fait que Paro soit un robot phoque avec des grands yeux et un petit peu plaintif joue un rôle prédominant dans la communication non verbale avec le patient et le résident. Les yeux ont été agrandis, on est dans une culture un petit peu japonisante, la bouche a été affinée, on ne voit pas le dents, ce n'est pas agressif, la tête est ronde, les mouvements sont assez faibles en termes d'amplitude, ils sont non agressifs, et puis la forme du robot en tant que tel est assez, je dirais, réconfortante. On n'a pas de long segment, pas de long patte, pas de long queue. Il faut aussi savoir qu'adapter sous forme robotique la démarche d'un animal familier, ça emmène des comparaisons assez anxiogènes entre le réel et l'automate. Voilà, c'est pour limiter aussi ce type de limite et donc de crainte qu'on pourrait appréhender. Il faut savoir que cette forme un petit peu ovale de ballon de rugby entraîne notamment une sensation réconfortante et l'envie de le serrer dans les bras sans avoir cette appréhension. Et puis surtout, les blancs-fous sont quand même très très mignons. Maintenant, je vais vous parler donc de l'aspect technique de Paro. Donc, c'est un robot qui pèse 2,5 kg et qui entraîne du coup un effet de contention assez intéressant sur les personnes étant anxieuses. Il mesure 29 cm, donc il est assez long, mais pas non plus trop long pour gêner. Il est composé donc de 3 microphones. Il a des capteurs de chaleur, un capteur de position, des capteurs de luminosité au niveau du nez qui fait qu'il va adapter son comportement à l'environnement dans lequel il évolue, mais aussi à la lumière dans laquelle il évolue. On retrouve des capteurs tactiles, des capteurs de pression sur l'ensemble de son dos, des nageoires, le menton et aussi au niveau des moustaches. Ça peut les bactéricides et donc fait érosion d'ardence qui permet d'éviter les contaminations croisées. On a aussi l'intelligence artificielle dans Paro qui lui permet d'apprendre et de reconnaître certains mots. Par exemple, on peut lui faire changer de prénom ou alors il émet différents sons comme la joie, la surprise et le mécontentement. Le fait que Paro soit dispositif médical entraîne certaines modifications techniques, et notamment 3. Donc tout d'abord, le bouton on-off qui est situé entre les deux nageoires arrière se reste toujours au même endroit. Cependant, on va avoir une petite lampe
une petite diode qui va s'allumer lorsque le robot est allumé et qui va s'éteindre quand le robot est éteint. La diode s'allume en bleu lorsque le robot est allumé et s'éteint donc quand il est éteint. On va avoir un deuxième aspect qui va être une clé de sécurité pour permettre la fermeture de la fourrure et enfin empêcher, si vous voulez, que le résident puisse ouvrir et aller tripouiller à l'intérieur de Paro. Et les dernières modifications sont électromagnétiques et notamment au niveau de la compatibilité électromagnétique et donc ne sont pas visibles. En termes d'indications d'utilisation, on reste sur les mêmes indications que pour le Paro qui n'était pas dispositif médical. On va avoir une formation à l'utilisation de Paro d'une journée qui est dispensée par nos formateurs spécialisés dans les thérapies non médicamenteuses. À cela s'ajoute un module de e-formation sur Internet également qui permet de continuer de former les équipes et ou de faire des rappels dans le cadre où certaines informations ont été oubliées. Il faut respecter le nettoyage de Paro, notamment en période de Covid où l'utilisation de linge anti-Covid est fortement conseillée, notamment des lingettes de déphase d'infection de surface. On a certaines marques qui sont intéressantes pour la désinfection de la fourrure de Paro. Et donc, il est impératif de l'utiliser dans certains cadres, notamment de l'anxiété, de la dépression, de la solitude, le trouble de l'humeur, comme on a pu le voir juste avant. Et Paro, comme toujours, doit toujours faire appel et l'objet d'un accompagnement par un professionnel de santé. On évite de laisser Paro tout seul avec un résident. Alors, du coup, ça me permet de faire une transition avant que Annie puisse commencer donc sa partie. Donc, Annie va vous présenter les modifications dans l'utilisation quotidienne du robot. Du fait qu'il soit DM, mais surtout un rappel sur les utilisations, je dirais, classiques qui étaient faites jusqu'ici. Donc, Paro, j'ai découvert il y a 6 ans dans le cadre d'une formation en éducation thérapeutique du patient. Je me suis particulièrement intéressée à l'approche non médicamenteuse, à la prévention, et donc Paro entrait réellement dans toutes ces prises en charge très innovantes qui commençaient à intervenir auprès des résidents, des patients. Quelle a été votre première approche vis-à-vis de Paro, Annie? Ma première approche de Paro n'a pas forcément été la plus bienveillante possible vis-à-vis de lui, puisque je me suis réellement beaucoup interrogée sur la pertinence d'utiliser auprès d'un public particulièrement fragile, sensible, une sorte de douleur. On aurait pu se dire que fait Paro auprès de cette population. Donc ça a été mon premier questionnement. Que fait Paro auprès de cette population? Est-ce que effectivement on n'est pas sur une forme d'infantilisation, pourquoi pas d'une espèce de mensonge? Donc vraiment mon questionnement en premier était celui-ci. Et en fait c'est la rencontre avec Paro qui m'a permis de connaître les effets de Paro et donc tous les bénéfices que pouvaient en tirer les équipes sur le terrain. Au vu de votre expérience en tant que formatrice, Annie, notamment formatrice référente pour Paro, est-ce que vous pourriez nous parler des objectifs d'utilisation de Paro et des apports de celui-ci, notamment depuis qu'il est dispositif médical? Les objectifs de l'utilisation de Paro sont multiples. Ils vont faire l'objet de discussions en équipe pluridisciplinaire. Je vais tenter de vous donner quelques pistes qui pourront peut-être vous aider à y voir plus clair. Pour Paro, dans les effets, les objectifs, tout ce qu'on peut dire autour de Paro, on va parler de stimulation cognitive, sensorielle. On va envisager la diminution des troubles du comportement, que ce soit des troubles qui soient productifs, entre guillemets gênants pour l'environnement de la personne qui les émène. Alors ça peut être la défensivité, l'agitation, de déambulation, d'opposition, de désinhibition, pourquoi pas. Et puis on a parfois des troubles qui sont beaucoup plus silencieux, mais qui pourtant sont le reflet d'une souffrance pour la personne. Donc, ça peut être par exemple de l'apathie, du repli sur soi.
Paro va nous permettre justement de créer ou de recréer une atmosphère reposante autour des personnes, une atmosphère reposante mentalement et physiquement. Ça peut par exemple diminuer le sentiment de solitude, stimuler l'expression des sentiments, des mémoires émotionnelles, mémoire procédurale. Hein. À force de ne pas caresser, on peut parfois oublier de quelle manière on caresse. Et puis, c'est aussi un objet qui va favoriser les réminiscences, hein, l'expérience, les expressions du passé. Tout cela va probablement améliorer le bien-être physique et psychologique des personnes et combler, en tout cas en partie, certains besoins affectifs. Paro, du fait justement de cette prise en charge et de cette prise en soin de la personne, pourra avoir un impact significatif sur la médication. Comme toute approche non médicamenteuse, lorsque l'on met en place Paro, on observe des effets sur le bien-être de la personne qui vont avoir eux-mêmes des effets sur la prise ou non de médicaments. On a quelques études cliniques, Carla se fera un plaisir de vous transmettre hein, si vous souhaitez les consulter. Mais on a quelques posters qui nous permettent justement d'identifier des situations pour lesquelles Paro pourrait avoir un intérêt et éventuellement un impact sur la prise de médicaments. En effet, il y a pas mal d'études cliniques qui ont été faites, qui sont disponibles dans le dossier de présentation de Paro qui vous sera envoyé à la suite de ce webinaire. Notamment le projet ROSI, qui est un projet qui a été monté par le Girondif, donc qui dépend de l'ARS Île-de-France, pendant lequel ils ont pu tester au sein des établissements APHP l'utilisation de robots sociaux comme Paro. Les guides devraient sortir prochainement et un webinaire est même organisé la semaine prochaine pour discuter des apports de la robotique sociale au sein des établissements de santé, mais plus particulièrement auprès des personnes âgées. À la suite de cette étude clinique, des guides de bonne pratique et notamment des conseils d'utilisation vont sortir et vont vous permettre d'avoir des retours d'expérience sur certaines utilisations dont on ne penserait pas forcément. Annie, si vous deviez nous présenter aujourd'hui une utilisation particulière de Paro dont on ne penserait pas forcément, ce serait laquelle, s'il vous plaît? Parmi les propositions que l'on peut faire dans l'utilisation de Paro, on pourrait préconiser l'utilisation de Paro dans des soins douloureux ou désagréables. Je pense particulièrement aux soins d'ulcères, d'escarres. Ces pansements sont complexes pour le soignant, vont requérir énormément d'attention et lorsqu'il faut en plus gérer l'angoisse, l'inquiétude de la personne à qui on fait ce pansement, ça peut être complexe. Alors, dans le meilleur des cas, on va avoir un collègue avec nous qui va détourner l'attention de la personne lors de ce soin pour justement qu'elle soit moins focalisée sur sa peur, hein, sur ce soin, sur ce qu'elle craint de ressentir, on entend parfois du aïe alors que c'est simplement le bruit du chariot de l'infirmière qui avance dans le couloir. Donc c'est vraiment pouvoir se dire, pour la personne, on va essayer de dissocier le soin de l'interaction avec l'infirmière. Paro peut permettre justement de détourner l'attention de la personne à qui on fait ce pansement ou ce soin. Ça peut être également lors de prélèvements hein, qui ne sont pas toujours bien vécus par le patient, par le résident. On peut utiliser le robot pour détourner l'attention de la personne. Donc, n'hésitez pas à vous en faire un allié. Certains soignants sont tout à fait en capacité de maintenir l'attention de la personne sur un sujet et puis de faire leur geste technique. Pour d'autres, il faut parfois une petite aide. Ça peut être un collègue, et puis ça peut être aussi parfois Paro. Donc, n'hésitez pas à le solliciter hein, pour ces soins douloureux ou désagréables. Du coup, merci Annie pour cette intervention. Normalement, je pense qu'elle a eu la possibilité de se reconnecter et elle sera présente du coup pour notre échange autour des questions.
Du coup, vous pouvez dès à présent écrire vos questions si vous en avez après sa partie dans le petit chat qui est disponible dans le bas de votre écran normalement. Et on va passer à une partie qui nous intéresse beaucoup et qui est un retour d'expérience de Madame Cathy Mignon, psychologue à la Villa des Terres dans l'Aube, et qui utilise Paro depuis quelques années et qui est vraiment un témoignage de l'utilisation de Paro et de l'acceptation du robot dans l'établissement. C'est Paro, donc le robot émotionnel, voilà, qui en fait a été accueilli dans notre établissement il y a quelques mois, accueilli chaleureusement par tout le personnel et les résidents. Il a tout un tas de réactions en fait qui peuvent simuler, c'est-à-dire qu'il est capable non seulement de dire les choses qu'il apprécie et de dire les choses qu'il n'apprécie pas. Il réagit aussi à la voix et à la façon dont on le sert, qui fait qu'à un moment donné, tant qu'il n'a pas trouvé sa place, ou tant que qu'il n'a pas trouvé des choses positives, il va continuer à bouger. Voilà. Donc Paro, effectivement, il est capable de se blottir contre les personnes. Et quand finalement on le caresse assez longtemps, c'est comme un chat qui va se blottir contre vous. Voilà. C'est vrai qu'on peut sentir aussi à l'intérieur de lui, on sent les vibrations des mouvements. Et ces vibrations, en fait, elles peuvent être associées comme au ronronnement d'un chat. Voilà, hein, c'est aussi important le côté vibratoire qu'il peut apporter. Voilà, à l'intérieur, on le sent. Voilà. Voilà. Et c'est aussi pour dire aussi qu'effectivement, Paro, il n'est pas réservé. Il y a des personnes qui savent que c'est un robot ici et qui pour autant adorent venir le caresser et adorent quand on passe avec lui. Voilà. On ne dupe pas forcément les personnes au travers de ça. Paro, déjà, de par sa couleur, de par ses formes, il va susciter, je dirais, l'intérêt, il va susciter la curiosité. Tout le monde va avoir envie de s'approcher et il a des formes aussi, une fourrure qui font qu'on a envie de le toucher, on a envie de le caresser, on a envie de s'intéresser à lui. Déjà, c'est la première chose. Après, il est équipé de tout un tas de capteurs qui font qu'il va réagir aux stimulations qu'on peut lui apporter, tant sur le plan auditif que sur le plan du toucher. Cette curiosité du contact, elle est toujours renouvelée parce que donc il suscite effectivement l'intérêt, mais du coup c'est un formidable outil pour avoir de l'échange et de la discussion avec les résidents. Après, Paro apporte aussi une base de sécurité, c'est-à-dire il apporte beaucoup de sécurité. C'est pas de l'amour, mais de la tendresse en tout cas. Il suscite la tendresse. On a envie de lui donner de la tendresse. Et les résidents ont beaucoup de tendresse à apporter. Et tout le monde a besoin de tendresse. Paro, il a une place toute particulière auprès de ces personnes. Je dirais même auprès de toutes les personnes qui sont en situation de fragilité. Parce que effectivement, il permet aussi d'évoquer des souvenirs ou un attachement aux animaux qui est souvent vecteur, on va dire, d'émotions positives. Et c'est ça qui est très important, c'est toujours de pouvoir éprouver des émotions positives. Paro ne remplace pas, c'est aussi, il ne remplace pas les animaux qui peuvent venir ici. Effectivement, beaucoup de chiens sont les invités permanents de l'établissement et on a aussi des poules qui vont arriver, mais il ne remplace pas toute l'approche animale. On a aussi une approche animale avec une zoothérapeute, voilà, qui vient avec tout un tas de petits animaux qui peuvent être caressés ou qui bougent, type cochon d'Inde, petit lapin nain, chinchilla, etc. Elle a même des poules qui courent sur des tables. Mais donc Paro est vraiment quelque chose qui vient compléter cette palette. Paro est un des outils que l'on possède, parmi aussi le Snozeling, toute l'approche, je dirais, socio-esthétique et de bien-être, le massage, la balnéothérapie,
mais aussi toutes les approches non médicamenteuses d'activité qui permettent aussi eh bien, de continuer à vivre sa vie, que ce soit de continuer à faire de la cuisine ou d'autres activités. Paro peut à la fois venir animer des ateliers, passer de chambre en chambre, mais aussi être comme un médicament, je vais vous dire. C'est-à-dire, ça va être l'outil qu'on va essayer et, quand il y a des résidents qui sont vraiment dans des situations d'anxiété. Voilà. Quand on sait qu'ils sont réceptifs à tout cette approche autour des animaux, eh bien, on va sortir Paro. Voilà, ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et que du coup, on n'a pas forcément besoin d'administrer un traitement qui est là en si besoin. Et du coup, ça me permet de faire une transition sur le fait que Paro, dispositif médical, est devenu dispositif médical, notamment dans le cadre de la baisse de la médication, où il y a eu donc plusieurs études cliniques qui ont pu être mises en lumière sur l'utilisation de Paro à la place d'un tranquillisant ou d'un anxiolytique. On a pu prouver, donc scientifiquement bien sûr, avec des papiers qui ont été faits en France, que l'utilisation de Paro, c'était éviter le petit calmant ou la prise de médication qui, donc, dans ce cas-là, peuvent être évitées. Et c'est tout l'intérêt de ce dispositif qui s'inscrit donc bien dans le plan Alzheimer de la Haute Autorité de Santé qui est donc de 2018 à 2022 sur la mise en avant des approches non médicamenteuses. Alors, je pense que je vais demander à Annie de se connecter, enfin d'ouvrir son micro. J'espère qu'en tout cas ça a été clair. La partie du coup avec Marie-Carlo, malheureusement, n'a pas pu être traitée aujourd'hui. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début du webinaire, parce qu'elle a eu un empêchement de dernière minute, mais il nous semblait tout de même important d'être présent aujourd'hui et de vous proposer un contenu. Cette intervention aura lieu normalement à la rentrée de septembre et on vous enverra une invitation exactement pareil que ça s'est passé dans ce webinaire-là. Je vais donc arrêter de partager mon écran afin de pouvoir ouvrir la partie chat. Néanmoins, avant que j'arrête de partager mon écran, vous avez mes coordonnées en dessous de mon prénom, nom de famille, fonction. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse mail. Elle sera elle aussi donc dans le dossier qui vous sera envoyé juste à la fin de ce webinaire. Bonjour Carla, bonjour à tous. Désolée pour mon retard, un petit peu la course, hein. Je suis donc Annie Rambourg, référent formateur de Paro. Vous avez peut-être des questions autour de l'utilisation de Paro et des questionnements qui ont pu émerger, hein, tout au long de cette très très jolie présentation. Bravo Carla, hein, très très claire, hein. Merci beaucoup Annie. Voilà, alors, je ne sais pas si vous avez bien eu du son pendant la présentation. Oui, Annie, oui, parfaitement bien. Parfaitement bien. Alors, du coup, je suis en train d'ouvrir le chat. Hop. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si les personnes qui étaient présentes ont bien vu la partie chat en bas de l'écran. N'hésitez pas si donc vous avez des questions à les noter à cet endroit-là. On ne peut pas forcément vous donner la parole dans le cadre d'un webinaire. C'est des questions qui sont écrites. Peut-être me donner deux ou trois précisions autour de Paro dispositif médical, ce que ça peut changer pour les équipes, peut-être Carla, en termes de financement. Est-ce que tu veux nous donner deux ou trois pistes, peut-être? Bien sûr. Du coup, le fait que Paro soit passé dispositif médical, ça implique deux choses. Donc, premièrement, vous avez dans le cadre où on va aller demander un financement auprès des autorités de santé comme les ARS, donc les agences régionales de santé ou bien les conseils départementaux,
on va avoir un plus gros poids dans la demande de financement. Parce que le fait qu'il soit dispositif médical entraîne qu'il y a un financement qui est plus facilement accordé lorsqu'on va demander donc des fonds. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a indépendant du deuxième, bien sûr. Et donc, le deuxième point, c'est que par dispositif médical, sachant qu'il s'inscrit dans une baisse de la médication et dans les thérapies non médicamenteuses, peut entrer dans le budget soins. Et c'est justement la différence avec jusqu'ici où c'était un budget d'investissement Paro, comme on peut acheter des lits ou des tables médicalisées. Maintenant, Paro passe dans le budget soins. Et du coup, en passant dans le budget soins, il y a cette possibilité, si vous voulez, à terme, de prendre donc Paro en budget soins pour éviter d'acheter des médicaments. C'est dans ce sens-là que Paro s'inscrit en tant que dispositif médical. Claire, hein, bravo, bravo Carla. Peut-être aussi, Paro, c'est un outil, de l'expérience que j'ai eue, hein, je vous ai expliqué tout à l'heure que Paro, moi, quand on m'en a parlé, je n'étais pas du tout convaincue de l'intérêt d'utiliser ce genre de médiation. Et en fait, le fait de le voir, de l'utiliser, hein, celui que j'ai près de moi là dort hein, pour le moment, mais vous avez vu que tout à l'heure, j'avais une interaction déjà avec lui. Le fait de l'utiliser, de se rendre compte à quel point il a une réaction qui est extrêmement proche de ce que pourrait donner un animal vivant hein, dans les interactions. Cette réponse qu'il donne, qui est toujours très appropriée en fonction de l'état émotionnel de la personne, hein, de ce qu'il va percevoir de l'état émotionnel de la personne, c'est particulièrement bluffant. Et ça, on ne peut le voir que sur le terrain. Donc, si à un moment où vous dites, bon, elles sont bien gentilles, ces petites dames là, avec leurs jolies bébêtes là, mais je vois pas trop en quoi ça va être mieux que d'autres médiations. Peut-être ne pas hésiter à nous faire intervenir sur le terrain. Hein. Il nous arrive de nous déplacer dans les établissements pour venir présenter Paro aux équipes pluridisciplinaires. Et puis, ben, quand la situation sanitaire le permet, aussi parfois de faire des ateliers avec les résidents. Très honnêtement, moi, c'est ce que je préfère. Hein. Avoir un temps d'interaction avec les résidents, c'est toujours riche d'enseignements. J'ai la chance de ne pas les connaître, donc j'arrive sans a priori. Et je fais de très, très, très belles rencontres, y compris avec des personnes qui parfois ne verbalisent plus, qui vont se remettre à verbaliser autour de Paro. Donc, c'est pas des miracles, hein, c'est vraiment les neurosciences vous expliqueraient ça beaucoup mieux que moi. C'est aussi pouvoir revaloriser l'image d'un résident, c'est-à-dire le restituer dans son humanité. C'est vraiment quelque chose de parfois très très bouleversant. Hein. Une personne qu'on n'a pas vue sourire depuis des mois, qui va trouver un sens dans ce qu'on lui propose et puis qui va sourire et qui va rire et puis peut-être qu'il va partager une réminiscence parce que cette émotion intense aura permis justement l'émergence de ces réminiscences ou de compétences qui se sont un peu enfouies. C'est vraiment bouleversant. Et pouvoir partager ces échanges avec les résidents et avec les équipes, c'est une grande richesse personnelle, hein, honnêtement. Donc, c'est vraiment, je fais le plus beau métier du monde, hein, au final. Voilà. Il y a des choses à ajouter, peut-être, Carla? Je me rends compte que j'avais le micro qui était coupé pour pas interférer avec ton intervention. Une chose à rajouter, c'est qu'on a une question qui s'inscrit vachement dans la suite de ce que tu viens de nous expliquer. Je vais te la lire, comme ça tu pourras y répondre peut-être. Paro est-il réservé au monde médical? Je termine une licence pro auprès de publics vulnérables et je trouve ce dispositif très intéressant. Non, Paro n'est pas justement la chasse gardée du monde médical. On peut même imaginer, hein, on a des demandes parfois de particuliers qui souhaitent avoir un Paro pour un proche pour lesquels voilà, ils souhaitent mettre en place des prises en soins très particulières. Donc, il nous arrive de le faire dans le cadre d'un particulier, puis aussi auprès de publics extrêmement hétéroclites. Hein. Je vais vous donner des exemples. Hein. On a des parents qui vont travailler, par exemple, en rééducation pédiatrique. Il y en a un à Roscoff. Hein. Si je dis des bêtises, Carla, tu me fais signe. Il y en a qui travaillent auprès d'enfants cérébro-lésés sur le secteur de Toulouse. Il y a des parents qui accompagnent
j'accompagne des enfants à l'école, donc ils servent d'outils pour l'inclusion scolaire auprès de jeunes autistes. On en a en psychiatrie, on en a en masse, en femmes, euh, pas encore en IME, mais on pourrait, je crois. Hein, je sais plus si on en a en IME. Alors avec des petits bémols autour de l'approche des enfants, parce qu'il faut aussi que les enfants n'aient pas peur de paro. Il y a toujours un âge clé dans le développement de l'enfant où on a parfois des terreurs un petit peu difficiles à prendre en compte. Donc on fait très très attention à l'approche. Mais moi j'ai vu des beaux retours d'expérience auprès de jeunes enfants handicapés qui sont très intéressants. Et puis il y a aussi en fait une population auquel on pense assez peu, ce sont les soignants eux-mêmes qui bénéficient de paro parce que lorsqu'on a soit perçu une certaine injustice dans une réflexion faite par un collègue, par une famille, etc. Lorsqu'on a eu à vivre des choses lourdes et qui nous impactent, hein, même si on vous dit oui, il faut garder un peu de distance professionnelle, ça c'est vraiment la théorie parce qu'en pratique, hein, quand on a côtoyé quelqu'un pendant des semaines ou des mois et puis que elle nous quitte, elle décède, on peut se retrouver impacté. Donc c'est aussi avoir pour les soignants, parfois, hein, c'est ce petit temps de ressourcement, pouvoir se dire paro va me servir justement pour me rééquilibrer, retrouver mon énergie et ne pas diffuser mon spleen à tout le monde. Parce que lorsqu'on est face à des publics vulnérables, on se rend compte que leurs journées sont remplies aussi de l'observation de nos états émotionnels et de nos comportements. Et ils sont devenus extrêmement experts. Ils savent exactement comment on est. Voilà. Et le fait de justement pas diffuser ce spleen qu'on peut avoir à un certain moment, hein, ou cette colère qui nous prend, pouvoir avoir des temps pour se ressourcer en utilisant paro, c'est vraiment extrêmement positif pour les équipes qui s'en emparent. Et il semblerait, alors je n'ai pas d'études scientifiques autour de ça, mais il semblerait que ça soit moins néfaste que d'aller tirer sur une cigarette, par exemple, ou de vider les plaquettes de chocolat. Voilà, mais ça, je n'ai pas d'études scientifiques, je ne peux pas vous dire si c'est avéré. Mais en tout cas, personnellement, moi, c'est vraiment un outil que je vais utiliser pour me ressourcer, ou parfois, un petit peu comme un gilet pare-balles, quand je sais que je vais aller vers quelqu'un qui est plutôt défensif, qui a des réactions qui me font pas de bien ou parfois qui me font du mal, pouvoir utiliser paro un petit peu comme interface hein, à la défensivité ou à des réflexions désagréables, me permet vraiment d'être plus sereine dans mes interventions et je l'utilise bien volontiers. Voilà. En tout cas, j'espère, Madame Deustal, que nous avons répondu à votre question. Moi, ça me permet aussi de faire une petite transition sur le fait que paro a été demandé en secteur pénitentiaire, dans des cadres d'angoisse où les animaux ne peuvent pas être utilisés. Et donc, l'apport de paro à des personnes qui ne peuvent pas avoir de zoothérapie de par leur agressivité, ils peuvent avoir cette possibilité avec la robotique et donc avec paro. Oui, agressivité ou parfois aussi des comportements qui sont un peu trop imprévisibles pour qu'on puisse utiliser directement un animal vivant. On peut parler par exemple, avec certains autistes. Hein. On peut également parler avec des personnes démentes qui ont parfois des comportements un peu imprévisibles. Paro peut être un premier test avant de passer à la médiation animale ou en complément au relais de la médiation animale. Hein. Ça fonctionne très très bien. Du coup, Annie, Madame Deustal nous a répondu, je suis entièrement d'accord avec vous et je suis persuadée que cela peut être un réel apport. Vous parlez de soignants, mais on peut également parler des aidants. Absolument. Pour les aidants, ça peut être un vrai plus. N'hésitez pas, si vous souhaitez aborder des sujets un peu plus fins, hein, de nous réinterpeller. Hein. Enfin, j'ai assez régulièrement en lien des équipes, hein, par téléphone ou par mail, autour de sujets qui questionnent. Hein. Par exemple, les besoins affectifs, mais également des accompagnements de fin de vie. On a des équipes qui se questionnent sur la pertinence d'utiliser paro et effectivement on peut en débattre et peut-être trouver des usages nouveaux hein, de paro. Donc ne pas hésiter aussi à partager et à débattre autour de ces sujets-là. Voilà. Merci. Du coup, Madame nous a répondu. De ce fait, de quelle façon peut-on se procurer paro?
Du coup, nous sommes les distributeurs exclusifs sur le territoire français et suisse, donc pour Paro. Tout ce qui va être donc demande de financement, monter les dossiers, on vous aide à le faire. Et il ne faut pas hésiter à me contacter donc à mon adresse mail qui est Carla, je vous l'écris en même temps sur le chat, .rossini@inno3med.fr. Voilà. Mais en fait, il y a aucune situation où on dise non, on peut pas acheter Paro. Paro, il suffit de le commander et puis de le payer et puis il arrive. Hein. Il y a pas, c'est pas un outil qui va être réservé à des professionnels de santé. Ça, c'est important de le dire. Il peut être aussi acheté par des particuliers, par des associations. C'est pas un problème. Voilà. Et on a des associations qui l'acquièrent aussi pour faire des ateliers. On a des intervenants à domicile aussi hein, qui l'utilisent. Donc, il ne faut pas hésiter à nous poser la question de comment. Mais en tout cas, pour les particuliers, moi, j'invite vraiment, pour pas faire n'importe quoi, à rencontrer les personnes vers qui on pense utiliser Paro, parce que souvent, après discussion, on se rend compte que on veut Paro, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Donc, vraiment avoir une réflexion avant de le faire venir à la maison. Voilà. Et c'est important du coup de noter que une formation est aussi comprise avec donc le prix du Paro. Cette formation est dispensée par des personnes qui sont spécifiées et qui sont, enfin plutôt spécialisées, excusez-moi, dans les approches non médicamenteuses et elle est vraiment indispensable à la bonne compréhension de l'utilisation de Paro. C'est pas une peluche, c'est un robot et c'est surtout un outil, un vecteur de communication. Il y a des phases d'approche, il y a des phases aussi de retrait, il y a des façons d'apporter Paro pour pas qu'on ait cet attachement et cette appropriation qui pourrait entraîner derrière un drame lorsqu'on reprendrait Paro. Et du coup, c'est une formation qui est hyper importante et qui est aussi sous format numérique avec une e-formation qui est donc disponible et qui vous permet donc dans les établissements de santé de continuer de former dans le cadre où il y aurait du turnover et éviter donc que Paro reste dans un placard parce que la personne référente est partie et n'a pas forcément transmis les connaissances vis-à-vis du robot. Alors, j'en profite pour regarder donc les réponses. Donc, Madame Deustal nous répond, ça me permettrait de faire mon métier sans utiliser forcément la médiation animale. Donc, c'est sûr que dans ce cadre-là, n'hésitez pas derrière à nous recontacter pour qu'on en discute plus profondément, notamment de votre projet, etc. On a des retours d'expérience vis-à-vis de ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter individuellement à la suite du webinaire. Donc, si vous voulez continuer à poser des questions, c'est une petite flèche blanche sur un fond orange-rouge. Donc, c'est ici, hein, si jamais vous n'avez pas trouvé. Et j'enchaîne du coup avec une deuxième question qui nous est posée par Monsieur Kos. Bonjour, nous serions intéressés pour évaluer les bénéfices sur les résidents de notre établissement. Pourriez-vous nous donner une indication concernant le budget de l'acquisition de Paro? Est-ce un achat ou une location? Je vous remercie. Donc, je vais répondre à votre question. Donc, Paro, dispositif médical, est proposé. Je vais vous donner une fourchette de prix et vous n'hésiterez pas derrière à me recontacter pour qu'on établisse, si vous voulez, un devis entre 5 000 et 7 000 euros le robot. Il faut savoir qu'on a la possibilité de le faire en achat ou en location avec option d'achat à la fin, c'est-à-dire que vous pouvez le passer sur un budget mensuel avec donc des mensualités qui sont évaluées en fonction de vos besoins et qui peuvent donc être aussi dans ce budget soins dont on discutait juste avant. Notamment sur le fait que vous voudriez évaluer les bénéfices sur les résidents, on propose une formule découverte où vous pouvez tester le robot avec bien sûr un accompagnement sur comment le tester pendant une semaine au sein de votre équipe, vos résidents, afin de vous faire une idée sur est-ce que ce robot a vraiment sa place dans mon établissement et dans le projet de soins de mes équipes. Moi, je crois que tu as bien répondu à la question, hein, Carla, bravo. Oui, moi, j'invite vraiment les équipes à rencontrer Paro et puis, d'ailleurs, pour obtenir de l'adhésion de la part de vos équipes, hein, quand vous êtes cadre, par exemple, on a une meilleure adhésion lorsqu'il y a eu un premier test et on a demandé l'avis des professionnels. On a répondu à leurs questions, on a éventuellement pu je dirais, un peu déminer le terrain parce qu'effectivement,
à l'heure actuelle, ce qu'on vous demande, ce sont des bras, hein, pas forcément des robots. Et Paro ne va pas remplacer les soignants, c'est certain. Et justement, pouvoir donner le sens, pouvoir monter un projet autour de l'utilisation de Paro, le planifier, l'évaluer, etc. Tout ça, ça se prépare. Et d'expérience, on se rend compte que lorsque c'est un outil qui est plutôt imposé aux équipes, c'est enfin moi je sais que j'ai un gros travail à faire en formation justement pour créer une mayonnaise hein, autour de tout ça hein. Sinon j'ai l'huile d'un côté, les œufs de l'autre et puis la moutarde au milieu. Non non, c'est vraiment se dire ben, pour que Paro ait un impact positif pour vos résidents, il faut aussi que les soignants puissent comprendre pourquoi on va l'utiliser au détriment peut-être d'autres choses hein. Donc enfin ça c'est leur impression souvent. Donc c'est vraiment un travail à faire autour du projet Paro. Alors, ce projet, parfois, on le fait le jour de la formation, hein, on va travailler autour de ça, mais si on peut quand même y réfléchir un petit peu en amont, et puis le jour de la formation, on a déjà quelques pistes, et puis on va pouvoir travailler autour de ces pistes. C'est quelque chose d'important pour les équipes et pour le sens qu'on peut donner à leur travail. Et donc, il faut savoir qu'on a donc des formateurs, mais on a aussi des référents régions qui peuvent se déplacer pour vous présenter Paro au sein de votre établissement et discuter effectivement d'un projet avant la phase formation. On a donc des référents à peu près dans chaque région. N'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez avoir une présentation, pareil, à me contacter ou alors à vous rendre sur notre site internet où chaque référent est listé par région. Voilà, on ne les oublie pas. C'est eux qui viennent faire les présentations au sein de vos établissements. Je pense qu'on est dans les temps, Carla. On n'a qu'un quart d'heure de retard, c'est ça? Non, ça, je pense que Non, c'est bon. C'est bon. Donc, Monsieur Cause nous répond, merci pour votre réponse. Nous avons également une unité UHR pour les résidents avec fort trouble du comportement. Notre expérience nous amène à prendre en compte l'agressivité des résidents. Est-il résistant au choc? Une maintenance est-elle mise en place? Un suivi formation dans le temps? Merci encore. Je vais commencer peut-être et Annie, tu pourras compléter ma réponse, ça te convient? Oui, tout à fait. Alors oui, Paro est résistant au choc. Bien sûr, il a ses limites, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'en servir comme un punching ball, mais s'il tombe quelquefois, il est résistant. Une maintenance est donc en place, oui, on a une garantie de 2 ans sur le robot. On peut aussi mettre en place, en plus, un suivi tous les ans où on va faire un diagnostic et éventuellement un nettoyage de la fourrure au besoin. Donc, ça peut être quelque chose qui est bien suivi et bien timé. Et un suivi de la formation dans le temps, on est en train d'y travailler, on aimerait être data docké, c'est pas encore officiel, donc on peut pas vous dire aujourd'hui oui on a un suivi de la formation dans le temps. Par contre, si jamais vous vous rendez compte que la formation que vous avez eue en physique n'est pas suffisante, dans ce cas-là, on peut complémenter la formation avec bien sûr des visios ou voire même refaire une formation. Oui, puis pour compléter sur effectivement certains résidents qui sont effectivement parfois un peu imprévisibles, hein. On ne va pas se raconter d'histoire. Ce qui est important, c'est vraiment l'approche de la personne. Moi, j'ai un petit exemple tout simple. Si on vous met n'importe quel objet dans les mains et qu'il a un comportement qui n'est pas du tout celui que vous attendiez, hein, et Paro, on est vraiment dans cet ordre-là. S'il commence à bouger alors qu'on ne vous a pas prévenu qu'il allait bouger, s'il commence à discuter alors qu'on ne vous a pas prévenu qu'il allait discuter, forcément, c'est très humain. La réaction peut être un peu musclée. Donc, je demande justement à ce que, pardon, l'approche est un petit peu codée. C'est-à-dire, on ne l'amène pas n'importe comment, et d'où l'intérêt de la formation. Et puis aussi, on va essayer, autant que faire se peut, de respecter les signaux que nous donne la personne, hein. Si elle est comme ça, j'en veux, oui, mais si je vois que c'est plutôt comme ça, ben non, j'approche pas, j'attends que la personne s'habitue à Paro, qu'elle ait compris quel va être son comportement. Et à partir du moment où on a aussi respecté la sphère intime de la personne, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu vraiment dans son environnement proche sans son autorisation, on n'a quasiment jamais de comment dire de gestes inappropriés vis-à-vis de Paro, hein. C'est à nous aussi d'être
très attentif à toutes ces expressions non verbales aussi, hein. Donc, si quelqu'un me semble un petit peu en retrait, je ne vais pas aller lui imposer paro d'emblée. Il m'est arrivé parfois d'avoir un soignant qui me dit «Ah, vous faites quoi?» Il va vous le passer par la fenêtre. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé parce que je prends le temps d'amener paro doucement, comme je le ferais avec un animal vivant, hein. C'est-à-dire que je ne vais pas aller coller un chien dans les bras de quelqu'un directement parce que peut-être qu'il en aura peur, etc. Donc, c'est vraiment dans le respect de la personne, impérativement, et puis dans ses choix. Si une personne me dit, moi, j'en veux pas, bah, il va rester de côté, hein. Et puis peut-être qu'on va se servir de ce refus d'ailleurs pour entrer en lien, en communication, en échange. Et puis ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui non, puis peut-être que demain oui, et puis vice versa. Peut-être qu'aujourd'hui la personne en veut bien, puis demain non. Bah, on se questionne le pourquoi. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'éléments à prendre en compte, hein, quand on utilise Paro. C'est pas juste un gadget, hein, c'est vraiment un outil. Et vraiment appuyer là-dessus auprès de vos équipes. Paro, c'est un outil qui vraiment fait partie d'une grande valise, hein, des approches non médicamenteuses. Il va fonctionner à un moment, peut-être pas à un autre. C'est vraiment s'interroger sur cet usage et peut-être amener d'autres médiations en complément, d'autres accompagnements, mais ça permet vraiment d'avoir un outil en plus pour les équipes qui va les aider dans leur quotidien et nous savons tous à quel point ils en ont besoin à l'heure actuelle. Voilà, ça sera ma conclusion, je pense, Carla. Oui, oui, je pense qu'on va conclure là-dessus. En tout cas, j'espère qu'on a été clair sur vos questions. Si vous en avez d'autres qui surgissent à la suite de ce webinaire, n'hésitez pas à nous l'envoyer donc par mail. On sera disponible pour répondre à vos questions. Pareil pour les présentations. Et bien sûr, on enregistre vos contacts pour vous tenir au courant du prochain webinaire avec donc Marie-Carlo qui sera là cette fois-ci et qui pourra traiter plutôt de l'aspect neurosciences du robot. Voilà. Merci à tous, hein. Donc à votre disposition, hein. Moi, voilà. Soyez sympas, invitez-moi, ça me fait du bien de sortir de mon bureau, hein. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.